Troisième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Hamidine Kane, docteur en économie et en intelligence économique, Maxime Sommet, enseignant-chercheur et ancien ministre, Augustin Tchameney, docteur en droit et avocat au barreau de Paris. On passe tout de suite au reste de l'actualité dans notre grand angle. Quel avenir pour le Zimbabwe post-Robert Mugabe, un régime qui a mis toute une économie à genoux? Et depuis quelques jours, la question de la réforme monétaire a fait son retour au Zimbabwe. Le nouveau ministre des Finances veut relancer le dollar national, monnaie abandonnée il y a près de 10 ans, en 2009, pour le dollar américain dans ce pays en pleine débâcle financière. Explication, Solange Dubois. Entré ce mois de septembre 2018 dans le nouveau gouvernement du président Emmerson Mnangagwa, le ministre des Finances Mthuli Ncube a annoncé d'importantes réformes fiscales et monétaires. Parmi celles-ci notamment, la restauration du dollar zimbabwéen. Une des premières choses que nous allons faire est de reconstituer nos réserves. Car pour avoir une devise locale, il nous faut des réserves, une production, comme par exemple la production d'or qui fait partie des réserves. Devise officielle du pays de 1980 à 2009, le dollar du Zimbabwe avait été abandonné au profit des monnaies étrangères. Il avait en effet connu une hyperinflation. En cause, la situation politique instable du pays qui rendait alors les investissements étrangers assez rares. En 2009, c'est la plus faible monnaie frappée au monde. Le dollar zimbabwéen ne revient pas tout de suite, il y a des préalables. Il faut d'abord remettre l'économie en état de fonctionner, ce qui est déjà un gros travail. Il faudra aussi remettre en place des réserves pour pouvoir justement adosser la valeur de la monnaie à une valeur quelconque. Et donc, c'est un long processus qui utilise. Et tout ça, ça va demander quand même des sacrifices. Il va falloir couper dans les budgets, il va falloir bloquer des salaires. Il y a tout un travail préalable que le ministre de l'économie et des finances devra mettre en place avant d'arriver à la réintroduction du dollar zimbabwéen. Pour accompagner le retour de la devise nationale, le ministre des Finances compte également renégocier la dette du pays avec ses créanciers, notamment avec la BAD ainsi que la Banque mondiale. À noter qu'en avril 2018, la dette publique du Zimbabwe s'est établie à 2 milliards de dollars, soit environ 90% de son produit intérieur brut. Alors une volonté donc de réintroduire la monnaie nationale, mais est-ce que Hamidine Kane, le cadre macroéconomique s'y prête véritablement? On sait que le pays ne dispose pas suffisamment de réserves de change par exemple. Non, le Zimbabwe ne dispose pas de réserve de change, ils ont une réserve de change estimée à 2 semaines. Voilà, estimée à 2 semaines, mais bon, le Zimbabwe a de grandes potentialités. Je crois que les décennies Mugabe sont des décennies gâchées pour le Zimbabwe. Ça, il faudra qu'on le reconnaisse. Nous sommes des patriotes africains. Nous voulons le développement de l'Afrique. Nous souhaitons que ces pays aillent de l'avant parce que le Zimbabwe, jusqu'à la fin des années 80, était un pays potentiellement puissant en Afrique australe. L'économie zimbabwéenne concurrençait très franchement l'économie sud-africaine, très franchement. Et puis c'était un exportateur de céréales, un exportateur de produits finis. Ah oui, un exportateur de produits finis. Et c'était une agriculture très florissante. C'était un pays connu à travers le monde. Parfois, on se fait des regrets. On se dit pourquoi autant de Ian Smith, ça marchait, hein? Et lorsque Mugabe a pris les premières années, ça allait, et puis tout de suite, ça a déraillé. Moi, j'ai été au Zimbabwe, je connais Salisbury, je connais le Harare. Mais on voit que l'état de paupérisation est total. Et ça fait mal. Ça fait mal. Donc, la nomination de cet expert comme ministre des Finances, je crois que le président récemment nommé a fait un très bon choix. C'est un technicien, un technocrate qui connaît les institutions financières internationales, qui a un bagage technique, économique et financier très solide et qui est quelqu'un de très juste. Ce choix, je crois quand même, arrive au bon moment, mais il ne faudra pas se leurrer.
Et il ne faudra pas se leurrer, il faudra se dire, il faut que les Zimbabwéens se disent quand même qu'ils vont traverser une période très difficile. Pendant ce plan triennal qu'il veut faire, ils vont se serrer encore davantage la ceinture. Parce que le Zimbabwe est exsangue. Exsangue, il ne cause pour laquelle d'ailleurs il y avait des billets obligataires. Oui. La monnaie zimbabwéenne ne fonctionnait plus. Ça veut dire pour acheter un pain, il fallait une brouette. Ouais. Il fallait une brouette. Vous avez vu en anglais ce qui a été marqué 100 trillions pour un billet. 50 milliards, non Ça veut dire qu'il fallait une brouette pour aller prendre un morceau de pain. C'était comme au temps de l'Allemagne pendant les années 30. Et puis c'est un pays qui doit se mordre les doigts. Je crois que le fait que le président Mugabe soit évincé, c'est un salut pour le Zimbabwe. À l'heure actuelle, avec sa nomination, il a dit qu'il va essayer de voir d'abord qu'il va rembourser les dettes. Ça veut dire, parce que le Zimbabwe doit beaucoup, par exemple 1,8 milliard. Ils veulent renégocier un petit peu avec les créanciers. Voilà, donc avec la Banque mondiale, avec la Banque africaine de développement. Pour la Banque africaine de développement, ça va poser moins de problèmes parce qu'ils connaissent la situation. Mais pour une institution comme la Banque mondiale, il faudra d'abord rembourser et puis pour vouloir emprunter ensuite. Parce que sinon, on ne peut pas. Et donc, je crois que ce qu'il est en train de vouloir faire, ça veut dire la monnaie zimbabwéenne, le dollar zimbabwéen, ne sera pas de sitôt. Parce qu'il veut faire un arrimage d'abord soit avec le rand, soit avec le dollar américain, ou bien vouloir réintroduire le dollar zimbabwéen. Pour l'heure actuelle, la potentialité de que ça se fasse est très minime. Ça veut dire que c'est peut-être dans les 3 ou 5 ans à venir. Donc, il faudra encore qu'il continue à prendre le dollar comme monnaie, ou bien les autres monnaies des pays environnants, comme le rand sud-africain. Mais je crois quand même que le défi en vaut la chandelle. Parce que le Zimbabwe, il faudra qu'elle redémarre son agriculture. Il faudra que les Zimbabwéens qui sont partis à l'étranger, ça veut dire les grands agriculteurs qui sont dans les pays environnants ou bien ailleurs, reviennent, qu'on leur donne la possibilité. Ce sont des des Zimbabwéens. Qu'on le dise, moi je parle des Blancs qui ont fui le Zimbabwe. Ils sont Zimbabwéens, ils sont là-bas depuis plus de 3 siècles. On dit qu'il faudra qu'ils reviennent et puis qu'on leur donne la capacité de produire. Ça, il faudra que les Africains le sachent, parce que c'est important. Et puis, à part ça, la machine productive, il faudra qu'elle redémarre. Les infrastructures qui sont délabrées, parce qu'il n'y a plus de route, il n'y a plus rien du tout. Ça, il faudra qu'on remette ça en marche pour que le Zimbabwe puisse dire qu'on va rembourser et puis qu'on va se mettre justement à pouvoir compter sur nos propres forces pour essayer de développer le pays. Maxime Somé. Oui, vous allez me faire lyncher. Non, je partage tout à fait son point de vue, mais la question est, mais qu'est-ce qui a fait qu'à partir des années 80, tout a dérapé? Si on revisite un peu l'histoire, les accords de Lancaster House, c'était l'argent qui était promis. Donc, voilà, quand ce vieux président, je ne le soutiens pas, mais ça dit que c'est une bonne chose qu'il soit parti, mais sa révolte peut-être vient de là. On a promis de l'argent. Bon, c'est-à-dire qu'en interne, il a voulu partager peut-être les têtes trop rapidement avec les anciens combattants. C'est pour cela que des fermiers sont partis dans des pays africains, comme tu dis, ou ailleurs. C'est des Zimbabwéens, ils sont blancs, mais c'est... Bon. Mais il y a aussi la Grande-Bretagne qui avait promis un soutien financier lors de ces accords. L'Occident n'a pas tenu parole aussi. Donc, ils ont déstabilisé le pays. Mais c'est une bonne guerre, en fait. Ouais. Je ne sais pas pour justifier le pardonner, mais ça dit qu'il fallait qu'en politique, il ait l'intelligence nécessaire, prévoir un plan B au cas où l'ancien coordinateur n'a pas tenu parole, faire autrement. Bon, mais il a radicalisé sa position. On en a discuté ici, c'était lorsqu'on parlait aussi des élections, avant les élections zimbabwéennes, on en a parlé, parce qu'il y avait le parti justement qui est venu en deuxième position, l'ancien qui est décédé là. Morgan Tsvangirai. Voilà, Tsvangirai. Lui, il était soutenu par la Grande-Bretagne. Et puis on disait d'ailleurs que c'était un agent britannique. Oui, c'est ce qui se disait, c'était un agent britannique. Les grands pays, ça, il ne faudra pas que les Africains se leurrent. Les grands pays, même s'ils promettent, généralement les promesses ne sont pas tenues. Ça, il ne faudra pas se leurrer. Ça, il faudra qu'on soit clair là-dessus. On est en train de parler avec les Africains, on est en train de les conscientiser. Donc, quand on vous promet des choses, il faudra toujours laisser de côté une partie de doute.
Alors, c'est pas non plus, comment dirais-je, est-ce que c'est le fait de compter sur le soutien international pour mener à bien sa politique, ça démontre aussi l'absence de vision. Absolument, de vision prospective. Voilà. Il fallait qu'il compte sur ses propres moyens. Lorsqu'il a pris le pouvoir, le Zimbabwe était un pays rayonnant, avait une capacité de production, avait une agriculture florissante. Il faudra qu'on le dise, ça veut dire que les universités zimbabwéennes sont parmi les meilleures d'Afrique. Ils forment de très bons médecins et de très bons ingénieurs. Très bons médecins et très bons, jusqu'à l'heure actuelle, ils forment de très bons médecins. D'ailleurs, la majeure partie des médecins zimbabwéens sont en Afrique du Sud. Et puis les ingénieurs aussi. Donc, ils avaient une capacité de ressurgir, de sursauter. Mais bon, lui, il s'est focalisé là-dessus et puis il a fait de mauvais choix. Donc voilà, cause pour laquelle, justement, ce sont des années perdues. À partir de la fin des années 80, sont des années perdues pour le Zimbabwe. Cause pour laquelle, d'ailleurs, Kofi Annan, comme vous l'avez dit, en 2000, lui avait promis un asile politique et puis avec une compensation financière. S'il était parti en ce moment, je crois que le Zimbabwe s'en serait sorti depuis longtemps. Alors, le Zimbabwe, c'est aujourd'hui dans 90% de taux de chômage. Le pays est également confronté à l'hyperinflation, l'endettement avec une dette extérieure qui représente aujourd'hui 95% du PIB. C'est finalement une thérapie de choc là qu'engage le nouveau ministre des Finances. Alors moi je vais juste j'ai une petite analyse sur la question qui va être dans la retenue, parce que enfin ça tombe bien, on a un spécialiste sur le plateau qui peut nous édifier mieux sur la question, mais moi je pense que la longévité au pouvoir n'a jamais été un facteur de prospérité pour aucun État. Ça, il faut pas se leurrer. Donc, ce n'est que désastreux. Et effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on est dans la continuité de Robert Mugabe, et que le Zimbabwe, il va falloir un peu de temps pour se ressaisir et s'en remettre. Est-ce que le fait de relancer la monnaie locale est une politique indiquée pour se relever? Moi, je reste un peu sceptique pour une raison qui est simple, qui est que et là, du coup, ça permet un petit peu, parce que je sais que la question monétaire, c'est une question qui passionne les Africains, en particulier ceux d'Afrique centrale avec le franc CFA. Donc l'exemple Zimbabwe permet de comprendre que finalement, ce n'est pas la monnaie qui fait l'économie, c'est peut-être l'inverse, mais en tout cas, il faut que la monnaie soit soutenable. Et on en était en 2009, au moment d'abandonner la monnaie locale, on était justement à une hyperinflation qui faisait qu'on ne pouvait plus fonctionner la monnaie zimbabwéenne. Et qu'après, aujourd'hui, bon, qu'on relance cette monnaie-là avant de se restructurer économiquement, je pense que c'est peut-être mettre un petit peu la charrue avant les bœufs. On aurait pu... moi, je suis un communautariste qui s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans la communauté. Je pense que juste à côté du Zimbabwe, on a une zone qui fonctionne relativement bien, pas la SADC, parce que la SADC n'a pas de politique monétaire. Le Zimbabwe est membre de la SADC, mais du COMESA aussi, mais aucune des deux communautés ne fait de la monnaie. Mais il y a une zone qui est dominée par l'Afrique du Sud, et dans laquelle il y a l'Afrique du Sud, en Afrique australe, je veux dire. L'Afrique du Sud, le Swaziland, le Lesotho et la Namibie. Ils ont une zone monétaire qui fonctionne relativement bien et qui est soutenue par le rand. Et à mon sens, je pense que ce serait pas mauvais de commencer d'abord de s'en rapprocher avant de voir par la suite ce qui peut être fait individuellement. Merci. Mais c'est ce qu'il a dit. Hein. Il a dit qu'il ne faudra pas s'attendre à ce que le dollar zimbabwéen revienne de sitôt. C'est ce qu'il a dit. Il l'a dit dans le Sunday Daily. Il l'a dit lorsqu'il a été élu le 6. Donc il ne faudra pas s'attendre à ce que le dollar zimbabwéen demain ou bien en 2019 soit effectif. Bon, moi j'ai confiance en l'économie sud-africaine, et puis j'ai confiance à ce ministre des Finances, parce que c'est un technocrate qui connaît bien les institutions financières internationales et qui a un bagage technique très important. Il faudra quand même que les Zimbabwe, parce que 93% du budget de l'État zimbabwéen va au paiement des fonctionnaires.
Ça, déjà, il faudra qu'il diminue drastiquement. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Fin de cette émission. Alors demain, nous parlerons donc de Harare qui est en état d'urgence sanitaire en raison de l'épidémie de choléra. Nous devions en parler ce soir, mais finalement, on le fera demain. Alors Hamidine Khan, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes doctorant en économie et en intelligence économique. Maxime Sommet, merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes ancien ministre au Burkina Faso, enseignant-chercheur. Augustin Tchameni, pardonnez-moi. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes doctorant en droit et avocat au barreau de Paris. Merci à tous les trois. Je ne suis pas ancien ministre. Soyez rassurés. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Il dit ça vient après 7 ans.